Bonjour, ceci est la leçon 22 du cours Guerre et paix au Moyen-Orient. Nous commençons maintenant le chapitre 6 de ce cours qui porte sur les guerres des États-Unis contre l'Irak. Les États-Unis ont mené deux guerres contre l'Irak, l'une en 1991 et l'autre en 2003. La guerre de 1991 a été autorisée par le Conseil de sécurité de l'ONU et les États-Unis étaient à la tête d'une coalition internationale importante à laquelle participaient plusieurs pays arabes et plusieurs pays européens. La guerre de 2003 était une guerre beaucoup plus purement américaine qui n'était pas autorisée par le Conseil de sécurité de l'ONU et dans lequel les États-Unis ont eu très peu d'alliés. Ils ont eu un allié important, la Grande-Bretagne et quelques petits États clients des États-Unis. La guerre de 1991, qui est celle dont nous allons parler dans la présente leçon, a été la conséquence de deux facteurs principaux. La fin de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS et la fin de la guerre et la façon dont s'est terminée la guerre entre l'Irak et l'Iran dont nous parlions dans la leçon précédente. Revenons un tout petit peu sur ce qu'a été la guerre froide au Moyen-Orient et pourquoi, qu'est-ce que change la fin de la guerre froide. Nous avons vu qu'il y a eu deux guerres importantes au Moyen-Orient qui ont eu lieu pendant la guerre froide, mais sans être influencées de façon importante par la guerre froide, des guerres qui ont été hors guerre froide, en dehors de la guerre froide. La guerre israélo-arabe de 1948, dans laquelle les États-Unis et l'URSS aident tous les deux Israël, et la guerre entre l'Irak et l'Iran, où notamment en 1987-88, les deux grandes puissances aident l'Irak à ne pas perdre dans cette guerre. Au Moyen-Orient, l'influence de la guerre froide a été très très importante sur la politique de pays comme la Turquie et l'Iran. La guerre froide a été importante a influencé de façon importante le conflit entre Israël et les pays arabes entre 1955 à peu près et 1973 à peu près. Et je vous l'ai déjà dit, le Moyen-Orient est sorti de la guerre froide avant l'Europe. Il en est sorti après 1973 du fait de la politique de Sadat, le président égyptien, et aussi, de façon moins importante, la politique de Saddam Hussein en Irak. Je le mentionnais dans la leçon 20. La révolution iranienne de 1979, elle est complètement en dehors de la guerre froide. Elle est une défaite pour les États-Unis et n'est pas une victoire pour l'URSS, contrairement à ce que certains ont cru ou prétendu en 1979. Le renversement du Shah en Iran n'était pas du tout une victoire pour le Parti communiste iranien. Un certain nombre de gens qui ont prétendu cela en 1979. En fait, le Parti communiste qui avait soutenu la révolution islamique les communistes vont être liquidés par Khomeini et ses alliés religieux, comme l'ont été tous les autres mouvements laïques qui ont participé au renversement du Shah en 1979. Et donc la guerre entre l'Irak et l'Iran se termine avec les deux grandes puissances qui aident l'Irak. La guerre froide prend fin en Europe sur ce qui était le front principal de la guerre froide entre 1985 et 1991. La date la plus évidente, c'est 1989, avec la situation spectaculaire de l'ouverture du mur de Berlin et la réunification des deux Allemagnes en 1990 et l'effondrement en 1989 de presque tous les régimes communistes en Europe centrale. La fin de la guerre froide exerce une grande influence sur ce qui va se passer en 1990-91 parce que ça explique d'une part
une autre des erreurs de calcul de Saddam Hussein, qu'il ne mesure pas, lorsqu'il annexe Koweït à l'été 1990, il ne réalise pas que la capacité d'intervention des États-Unis a cessé d'être limitée par la menace de l'URSS. Que s'il avait fait ça beaucoup plus tôt, la possibilité pour les Américains de lui faire la guerre aurait été beaucoup plus limitée. Et la fin de la guerre froide exerce une influence aussi sur le président américain de l'époque, Bush, le père de celui qui sera président de 2001 à 2009. Bush avait été le vice-président de Reagan entre 1981 et 1989. Il est élu en 1988 et sera président de 1989 à 1993. Il sera battu par Clinton, un démocrate. Donc ce président Bush qui préside à la fin de la guerre froide, pense que la crise déclenchée par l'occupation et l'annexion de Koweït par Saddam Hussein lui donne la possibilité ou l'occasion de faire la démonstration de la nouvelle liberté d'action acquise par les États-Unis du fait de la disparition du conflit avec l'URSS, ce qui est à peu près terminé en 1989. L'URSS elle-même va disparaître en 1991. La guerre de 1991 contre l'Irak, elle est aussi la conséquence de la façon dont s'est terminée la guerre entre l'Irak et l'Iran. Ici, il faut que je revienne très rapidement sur ce qui se passe en Irak et en Iran juste après la fin de la guerre en 1988. Alors, Khomeini, le guide religieux de la République islamique, meurt en 1989. Son successeur va être un homme qui, à ce moment-là, n'avait pas une très grande importance dans le système décisionnel iranien, un dénommé Khamenei, qui devient guide religieux. L'homme le plus important, je vous l'ai déjà mentionné à la fin de la leçon précédente, c'est Rafsanjani. Rafsanjani, à la mort de Khomeini, est très clairement l'homme le plus puissant dans l'appareil étatique, le système de décision iranien. Il se fait élire président, il va le rester de 1989 à 1997. Il va faire 2 mandats de 4 ans, élus par la population. Nous savons que Khamenei est toujours guide religieux aujourd'hui en Iran et qu'il est presque certainement le décideur le plus important et beaucoup plus important que les présidents qui se sont succédés depuis 1997. Mais de 1989 à 1997, il est clair que c'est Rafsanjani le décideur principal en Iran. Pas que Khamenei est là pour servir un peu de décoration religieuse au pouvoir réel qui est le pouvoir du président. Les rapports de force vont changer ensuite entre la position du guide religieux et la position du président. Rafsanjani était très clairement un pragmatique, quelqu'un qui avait joué un rôle dans le déroulement de la direction iranienne de la guerre, qui joue un rôle dans la fin de la guerre, qui est l'homme qui contrôle le plus de choses à la mort de Khomeini et qui est celui qui organise la suite des événements. C'est un pragmatique, c'est d'une certaine façon un modéré, c'est quelqu'un qui cherche à maintenir la République islamique, mais à diminuer les tensions dans les relations entre la République islamique et le reste du monde, y compris les États-Unis. Nous allons le voir un tout petit peu, le rôle qu'a joué l'Iran dans la guerre contre l'Irak en 1991. Je pense cependant qu'il faut tenir compte, à chaque fois que nous réfléchissons à la politique iranienne
après 1988 ou 89, il faut tenir compte de la perception que les Iraniens ont eue de l'attitude du monde extérieur envers cette guerre. Les Iraniens ont une vision que nous pouvons trouver simpliste, mais qui est justifiée dans leur situation, je crois, qui est explicable, que n'importe quel autre peuple aurait réagi de la même façon, qui est de se dire que les Iraniens ont été attaqués par l'Irak en 1980 et que dans cette guerre, la plupart des autres pays dans le monde ont aidé l'Irak. Ils ont aidé l'Irak à ne pas perdre plutôt qu'à gagner, mais il y a une partialité anti-iranienne de la façon dont les autres pays se comportent face à cette guerre, qui est quelque chose de très choquant aux yeux des Iraniens, parce qu'après tout, c'est eux qui ont été la partie agressée dans cette affaire. Alors, nous savons que c'est une vision un peu simpliste, et qu'à partir de 1982, la poursuite de la guerre est la décision de Khomeini, et non pas de Saddam Hussein. Mais il est, je crois, normal que la plupart des Iraniens, y compris leurs dirigeants après 1988-89, voient les choses comme je viens de les décrire, c'est-à-dire que l'Iran a été victime d'une agression et le reste du monde a aidé l'agresseur. Il était normal qu'ils aient cette vision et il est normal que cette guerre ait eu une influence très grande sur leur perception de la relation entre leur pays et le reste du monde. La guerre de 1980-1988 est pour l'Iran quelque chose qui est à peu près aussi grave que la Première Guerre mondiale pour la France. C'est peut-être un peu moins grave du point de vue de l'intensité des combats, mais ça a duré pendant 8 ans, ça a duré 2 fois plus longtemps que la Première Guerre mondiale pour les Français. Et quand nous réfléchissons sur l'attitude des Français face à l'Allemagne, face à l'Angleterre, face aux États-Unis, face au risque de guerre, etc., après 1918, nous devons toujours tenir compte du traumatisme très très grave qu'a été pour les Français la Première Guerre mondiale. Et je trouve que nous devrions nous souvenir de cela lorsque nous réfléchissons à la politique iranienne après 1988. Et j'ai le sentiment que à peu près aucun politicien en Occident ne se rend compte de ça, à peu près aucun commentateur dans les journaux sur la politique iranienne ne se rend compte de ça. Pas que s'il y a quelque chose qui ressemble un peu à une paranoïa iranienne ou une méfiance envers le reste du monde, des dirigeants iraniens et de la population de ce pays, ça a une explication évidente, qui est la façon dont le reste du monde a réagi face à cette guerre entre l'Irak et l'Iran. En Irak, d'une certaine façon, la situation est pire. Elle est pire parce que les Irakiens, beaucoup d'entre eux, savent bien que cette guerre a été décidée par leur dictateur, Saddam Hussein, qu'ils savent que cette guerre a été très très dure aussi pour la population irakienne et pour les soldats irakiens. Ils savent que à la fin de cette guerre, le dictateur, il a renoncé dès 1982 à ses buts de guerre, qu'il prétendait reprendre le contrôle complet du Châtel arabe, et en fait la navigation entre Bassora et le golfe Persique, elle reste bloquée en 1989-90 parce qu'il y a eu tellement de choses coulées dans le Châtel arabe que la navigation ne peut plus passer par là. L'Irak est endetté de façon très importante vis-à-vis des pays qui l'ont aidé financièrement pendant la guerre, notamment le Koweït. Nous allons en reparler à l'instant. Et donc, Saddam Hussein, très affaibli par le fait que cette guerre n'a rien donné, que cette guerre a coûté très cher à la population irakienne et n'a rien rapporté.
et que le sortir de la guerre, il y a un ouf de soulagement, bien sûr, en 1988, du fait que ce n'est pas une défaite totale, mais ça n'est pas du tout l'euphorie, ça ne peut pas être l'euphorie de la victoire. Et Saddam Hussein, audacieux, va tenter autre chose pour rétablir la situation. Il va prendre un autre risque pour obtenir un succès. Il a pris un risque très grave en 1980 en croyant que ce serait une guerre facile. Ça n'a pas été une guerre facile du tout. C'est un échec politique pour lui, incontestablement. Donc il tente quelque chose d'audacieux de nouveau, dont il pense que ça va être plus facile, c'est d'annexer le Koweït. Alors, le problème de Koweït et de l'Irak devrait en Occident être jugé de façon un peu moins systématiquement anti-irakienne que ça l'est d'habitude dans nos médias. Koweït est un émirat indépendant qui a été inventé par les Britanniques. À cet endroit-là, à la fin du XIXe siècle, pour limiter l'accès de l'Empire ottoman au golfe Persique. Ça limite de façon considérable l'accès de ce qui est l'Irak d'aujourd'hui sur le golfe Persique. Et ensuite, le Koweït a du pétrole. Le Koweït a une production de pétrole très importante, presque aussi importante que celle de l'Irak, avec une population minuscule, donc ça fait une disponibilité financière beaucoup plus importante. Et le fait que le Koweït soit séparé de l'Irak, évidemment, facilite, pour ceux qui exploitent le pétrole koweïtien, facilite la possibilité de retirer des bénéfices financiers extrêmement importants. Et après tout, que le gouvernement irakien considère, comme il l'a déjà fait en 1961, nous l'avons vu, considère que avec le départ des Britanniques, avec la décolonisation de Koweït, il est normal que Koweït revienne à l'Irak. Il y a eu en 1961 un événement tout à fait analogue. Il y avait en Inde 2 colonies portugaises, dont Goa, une ville moyenne sur la côte occidentale de l'Inde, et la République indienne, en 1961, prend le contrôle de Goa, qui était encore une colonie portugaise. Des colonisations portugaises n'étaient pas terminées, et le monde entier va considérer comme normal que l'Inde, devenue indépendante de la colonisation britannique, a le droit de se réunifier avec cette petite colonie qui était une colonie portugaise. Il n'y a pas eu de protestation véhémente du monde entier contre le fait que l'Inde prenne le contrôle de Goa. Plus tard, toujours à propos des colonies portugaises, l'Indonésie va prendre le contrôle de Timor oriental. Là, il va y avoir des protestations internationales à cause de l'extrême brutalité des Indonésiens qui ont pris le contrôle de la moitié orientale de l'île de Timor. Aujourd'hui, Timor oriental est devenu indépendant, mais ça va être fait plus tard. En 1990, Timor oriental était toujours contrôlé par l'Indonésie et Goa. Personne ne fait de problème à l'Inde à cause de l'annexion de Goa. À fin de compte, ce n'était pas une revendication complètement scandaleuse par rapport aux usages internationaux de la deuxième moitié du XXe siècle. Ce n'était pas complètement scandaleux pour les Irakiens de prétendre que Koweït avait été séparé injustement de l'Irak par la colonisation britannique et qu'avec la fin de cette présence coloniale, il était logique que Koweït soit rattaché à l'Irak. Nous savons qu'en 1961, c'est la Ligue arabe et Nasser, leader de la Ligue arabe à ce moment-là, qui vont s'opposer à l'annexion de Koweït par l'Irak.
En 1990, Koweït est un créancier très important de l'Irak. Koweït a financé la guerre de l'Irak contre l'Iran. À cela s'ajoute une dispute concernant un gisement de pétrole qui est à la frontière entre les deux pays et où il faut se mettre d'accord sur quelle quantité on pompe chacun. Pas l'un des deux peut pomper le pétrole du voisin à condition d'avoir des pompes efficaces. Donc l'Irak a un conflit avec économique ou financier avec Koweït en 1990 parce que Koweït demande le remboursement de la dette et la réponse de Saddam Hussein est de dire que les soldats irakiens se sont fait tuer pour défendre l'ensemble du monde arabe contre la menace iranienne et que les Koweïtiens ils ont seulement payé et que finalement c'est plutôt le Koweït qui a une dette morale envers l'Irak que l'Irak une dette financière envers le Koweït. Et à cela s'ajoute la contestation sur l'accusation des Koweïtiens de voler le pétrole de l'Irak qui est dans le sol en pompant de façon excessive de leur côté de la frontière. Et pour régler ce problème, Saddam Hussein décide le 2 août 1990 d'envahir Koweït. L'armée irakienne envahit Koweït. La puissance militaire de Koweït est complètement négligeable. Koweït est évidemment complètement indéfendable tout seul face à l'armée irakienne. Donc Saddam Hussein pourrait obtenir ainsi une sorte de substitut à la victoire qu'il n'a pas obtenue contre l'Iran. Il augmente ses ressources pétrolières de façon très importante en annexant le Koweït et il améliore l'accès à la mer de l'Irak, qu'il a déjà essayé d'améliorer en déplaçant la frontière sur le Châtel el-Arab en 1980. Si Koweït est rattaché à l'Irak, l'Irak se met à avoir une façade maritime très convenable sur le golfe Persique. Alors, comme j'ai un mauvais esprit, je me permets de rappeler un détail. C'est qu'il y a un précédent à cela dans le monde arabe. C'est l'invasion de l'Algérie par la France en 1830. Le gouvernement de l'Algérie, qui était une province de l'Empire ottoman, mais tout à fait autonome, pas par rapport à Istanbul. Et ce gouvernement de l'Algérie avait fourni du blé à la France pendant les guerres révolutionnaires et la France n'avait pas payé. La France avait une dette à rembourser au profit de l'Algérie et pour ne pas rembourser la dette, l'armée française a envahi l'Algérie en 1830. Ce qui va que et les Algériens et les Français vont finalement payer assez cher, pas sur le long terme. Mais les deux épisodes se ressemblent. C'est-à-dire vous avez un pays qui est le créancier de l'autre, mais qui est de loin le plus faible militairement. Donc le plus puissant militairement, plutôt que de rembourser la dette, il peut choisir d'envahir le créancier. C'est ce qu'ont fait les Français avec l'Algérie en 1830. C'est ce que fait l'Irak avec le Koweït en 1990. Les médias français n'ont pas rappelé cette analogie. En 1990, quand a commencé l'énorme propagande anti-irakienne et anti-Saddam Hussein qui démarre à partir de l'occupation du Koweït par l'Irak. Alors, Saddam Hussein fait deux erreurs dans cette affaire. Il fait l'erreur de ne pas se rendre compte que la guerre froide est finie et que les États-Unis ont une liberté d'action militaire qu'ils n'auraient pas eue si on avait encore été dans la guerre froide. Il y aurait peut-être eu un risque d'intervention américaine, mais l'Irak aurait eu une chance d'avoir une aide soviétique et tout ça aurait été très différent. Alors que là, il est un petit peu sans ressources pour se défendre si les Américains décident de prendre les choses en main. La deuxième erreur de Saddam Hussein, je crois, ça a été de surestimer le nationalisme arabe. Il y a toujours chez cet homme, déjà dans la volonté d'attaquer l'Iran en 1980,
l'idée qu'il va devenir le grand leader de la nation arabe. Pas que ce type de conflit lui donne une stature dans le monde arabe ressemblant à celle qu'avait pu avoir Nasser à la fin des années 50. J'ai déjà fait cette analogie avec vous. Quand il occupe Koweït, Saddam Hussein, il a deux possibilités. Une des possibilités, c'est de faire ce qu'ont fait et les États-Unis et l'Union soviétique, même d'autres pays, quand on envahit un petit pays pauvre, un petit pays faible. Koweït n'est pas pauvre, mais Koweït est faible. Quand on envahit un petit pays faible pour en prendre le contrôle, on ne l'annexe pas. On met au pouvoir des gens qui sont des gens qu'on peut contrôler. Saddam Hussein aurait pu dire que la tyrannie royale à Koweït était un scandale et qu'il fallait mettre fin à ça, trouver des Koweïtiens pour créer un nouveau régime républicain à Koweït qui aurait été contrôlé par l'Irak. Et il contrôlait la situation, il pouvait récupérer les revenus du pétrole, etc. Il pouvait faire énormément de choses de cette façon-là, sans violer ouvertement le droit international. Parce qu'on a le droit d'intervenir dans un pays quand c'est pour aider des gens du pays. Pas si ces gens du pays le demandent. Il suffit de mettre en place un nouveau gouvernement qui déclare après coup qu'il avait demandé avant l'aide fraternelle des Irakiens. C'est comme ça que les Soviétiques envahissent la Tchécoslovaquie, envahissent la Hongrie, ont envahi l'Afghanistan, c'est comme ça que les Américains ont envahi Saint-Domingue, beaucoup d'exemples de ce type d'intervention dans un autre pays. Saddam Hussein, il a une deuxième possibilité, c'est de proclamer l'union entre le Koweït et l'Irak, l'union officielle, l'annexion du Koweït par l'Irak, en disant que c'est une grande victoire pour l'unification du monde arabe. Il fait le deuxième choix. Il fait le deuxième choix probablement parce qu'il pense que dans le reste du monde arabe, ça va susciter l'approbation en faveur de son occupation, son annexion de Koweït. En réalité, le nationalisme arabe dans les autres pays arabes, il est devenu très faible et la violation ouverte du droit international que représente l'annexion de Koweït, que ça va faciliter beaucoup la coalition contre lui, y compris la coalition de beaucoup de pays arabes. On peut penser que si Saddam Hussein, en 1980, au lieu d'attaquer l'Iran, avait annexé Koweït à ce moment-là, que probablement il aurait pu réussir son coup. Il aurait eu de bonnes chances que ça marche et que Koweït continue à faire partie ensuite du territoire de l'Irak. Mais en 1990, c'est trop tard pour faire ça. C'est trop tard parce que la guerre froide est finie, c'est trop tard parce que le nationalisme arabe est devenu une motivation trop faible dans les autres pays arabes. Quelle est la réaction des autres pays arabes? Une des premières, et elle est très intéressante, c'est celle de Boutros Ghali. Je vous ai déjà parlé de Boutros Ghali, cet Égyptien qui devient secrétaire d'État aux Affaires étrangères de l'Égypte en 1977, juste avant le voyage de Sadat à Jérusalem, et qui est resté ensuite sous Moubarak, toujours secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Et il l'est en 1990, lorsque l'armée irakienne envahit le Koweït, et Boutros Ghali fait une déclaration de juriste ou de diplomate qui consiste à dire c'est un conflit interne au monde arabe, c'est la Ligue arabe qui doit trouver une solution au conflit entre les autorités koweïtiennes et les autorités irakiennes dans cette affaire. Boutros Ghali pense qu'on devrait refaire comme en 1961. En 1961, la Ligue arabe avait réglé le conflit entre l'Irak et le Koweït. C'est vrai que l'Irak n'avait pas déjà envahi le Koweït.
lorsque la Ligue arabe s'en occupe, elle s'en est occupée pour empêcher l'Irak d'envahir le Koweït. Boutros-Ghali fait une réponse de diplomate. Hein, et effectivement, ça aurait été une des possibilités dans cette affaire s'il n'y avait pas eu probablement la panique des Séoudiens. Les Séoudiens, voyant l'expansion vers le sud de l'Irak, voyant cette armée irakienne qui est presque sûrement beaucoup plus puissante que l'armée séoudienne. L'Arabie saoudite a des budgets militaires absolument énormes, beaucoup plus importants que le budget militaire de l'Irak. Mais on ne sait pas bien quelle puissance militaire ça crée. Et les Séoudiens appellent au secours les Américains, et les Américains acceptent de venir aider les Séoudiens, acceptent d'envoyer des soldats en Arabie saoudite très vite, juste pour être sûr que l'armée irakienne qui a pénétré au Koweït ne va pas continuer à avancer plus au sud, en territoire saoudien. Donc il y a immédiatement un engagement militaire américain aux côtés de l'Arabie saoudite, mais les Américains font comprendre très clairement aux Séoudiens qu'il n'est pas question de se perdre dans la diplomatie de la Ligue arabe, que si les Américains aident les Séoudiens, ce sont les Américains qui dirigent la politique face à l'Irak. Et que c'est eux qui vont être les leaders de la coalition. Alors, tous les pays arabes, ou presque, dénoncent Saddam Hussein, y compris la Syrie. J'y ai fait allusion, ça a permis aux Syriens, à l'automne 1990, de mettre fin à l'opposition contre eux de Aoun, au Liban. Tout d'un coup, la Syrie, qui était très isolée dans le monde arabe à cause de son alliance avec l'Iran, pendant la guerre entre l'Irak et l'Iran, la Syrie se retrouve du même côté que l'Arabie saoudite, du même côté que l'Égypte, du même côté que la plupart des pays arabes, à l'exception de deux. Il y a deux pays arabes qui vont refuser de se joindre à la coalition contre l'Irak et Saddam Hussein, c'est la Jordanie et le Yémen. La position de la Jordanie est très intéressante dans cette affaire. Nous avons vu dans la leçon précédente que, au cours de la guerre contre l'Iran, la Jordanie a été peut-être l'allié le plus fidèle de l'Irak pour aider l'effort militaire irakien. Et la Jordanie, de nouveau, en 1990, refuse de se solidariser avec les autres États arabes, refuse de participer à ce qui sera la coalition qui va faire la guerre à l'Irak en 1991. Je me souviens d'une déclaration très intéressante du roi Hussein dans un journal français en 1990 que presque personne n'a comprise, mais que vous allez comprendre. Le roi Hussein de Jordanie dit que un de ses souhaits les plus chers, ce serait un jour d'être appelé shérif Hussein. Vous vous souvenez qui était le shérif Hussein? Le shérif Hussein, c'est l'arrière-grand-père du roi Hussein de Jordanie, qui était shérif de la Mecque en 1916. Qu'est-ce que ça veut dire, le roi de Jordanie, disant qu'il aimerait bien un jour être appelé shérif Hussein? Ça veut dire qu'il y a un message envoyé à la fois aux Séoudiens et aux Irakiens, qui est de dire aux Irakiens, bon, quand vous aurez fait la guerre à l'Arabie saoudite et qu'il faudra partager l'Arabie saoudite, vous pourrez prendre l'Est qui produit du pétrole, et moi je suis candidat pour prendre l'Ouest, le Hedjaz, avec la ville de la Mecque, qui était le fief de mon arrière-grand-père, qui a été roi du Hedjaz après avoir été shérif Hussein. Vous avez une position extrêmement audacieuse pro-irakienne du roi de Jordanie à ce moment-là, comme il y a une position pro-irakienne du Yémen,
presque certainement, là aussi, par hostilité envers l'Arabie saoudite. Il est remarquable que les Saoudiens vont prendre des mesures de rétorsion très très graves contre la Jordanie et contre le Yémen. Il y a en Arabie saoudite beaucoup de travailleurs jordaniens. La Jordanie est un pays pauvre, avec une population relativement instruite. Il y a donc beaucoup de Jordaniens qui peuvent travailler en Arabie saoudite. Il y a beaucoup de Yéménites qui travaillent aussi en Arabie saoudite, souvent pour des emplois moins qualifiés que les Jordaniens, mais ce n'est pas sûr. Ben Laden est un descendant de Yéménites ayant immigré en Arabie saoudite. Ben Laden, futur chef de Al-Qaïda, dont le nom est complètement inconnu à ce moment-là encore en 1990, mais qu'il a déjà joué un rôle aux côtés des Américains dans la guerre en Afghanistan. Je suis en train de m'éloigner de mon sujet, j'y reviens. Les sanctions des Saoudiens contre la Jordanie et contre le Yémen sont extrêmement sévères. Les travailleurs jordaniens et les travailleurs yéménites en Arabie saoudite sont expulsés en représailles en riposte contre la position prise par leur gouvernement dans le conflit avec l'Irak. Et c'est intéressant de souligner que en 1979, après le traité de paix entre Israël et l'Égypte, lorsque tous les pays arabes, tous les gouvernements arabes dénoncent la trahison égyptienne, expulsent l'Égypte de la Ligue arabe, déménagent la Ligue arabe à Tunis, etc. Il y a à l'époque beaucoup de travailleurs égyptiens en Arabie saoudite. Et les travailleurs égyptiens, ils restent là, ils ne sont pas expulsés. Non seulement ils ne sont pas expulsés, mais ils continuent à pouvoir envoyer une partie de leur salaire à leur famille en Égypte, ce qui est une source de revenus assez importante pour la balance des paiements de l'Égypte. Donc les mesures de rétorsion prises par les Saoudiens contre la trahison égyptienne de 1979 sont beaucoup moins sévères que les mesures de rétorsion qu'ils prennent contre la Jordanie, contre le Yémen en 1990 à cause de la position des gouvernements de ces pays face à l'Irak. Ça donne une bonne mesure un bon indicateur de ce qui est vraiment grave pour les Saoudiens et ce qui est moins grave. On a une obligation morale de faire semblant d'être solidaire des Palestiniens et donc de dénoncer la politique égyptienne, mais c'est pas si grave. Alors que la solidarité du roi Hussein et des dirigeants yéménites avec Saddam Hussein en 1990, ça c'est grave aux yeux des Saoudiens. Un autre pays de la région a une position qui est originale et surprenante à ce moment-là. Nous avons vu que dans la guerre entre l'Irak et l'Iran, la Turquie a eu la capacité de garder de très bonnes relations avec les deux, ce qui était à la fois bien pour la sécurité de la Turquie, pour ne pas être entraînée dans la guerre, et bien pour l'économie, avantageux pour l'économie de la Turquie. En 1990, l'homme qui a été Premier ministre de la Turquie pendant presque toute la période de la guerre entre l'Irak et l'Iran, un dénommé Özal, et qui est devenu président de la Turquie. Et Özal décide de se joindre aux sanctions contre l'Irak, qui était une politique tout à fait nouvelle et surprenante de la part de la Turquie. Il semble que la motivation de Özal à ce moment-là, c'était d'entrer dans l'Union européenne. Il voulait vraiment que la Turquie soit admise dans l'Union européenne et il a cru que pour que la candidature turque à l'Union européenne soit crédible, il fallait qu'il se joigne à la coalition des pays occidentaux, puisque les pays de l'Union européenne, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, etc., tous ces pays approuvent la politique américaine contre l'Irak, et que donc il faut qu'ils se joignent à cette coalition. Ce qui est très coûteux pour l'économie turque et ce qui est très différent de la diplomatie faite pendant longtemps de la part de la Turquie, qui était de ne pas se mêler des conflits des voisins et
de garder des échanges économiques le plus possible avec les voisins, ce qui avait été réussi remarquablement dans le cadre de la guerre entre l'Irak et l'Iran. D'ailleurs, quelques jours après l'annonce par le président Özal que la Turquie se joint à la coalition et aux sanctions, c'est d'abord des sanctions économiques, la guerre ne viendra qu'en 1991, lorsque la Turquie se joint aux sanctions économiques contre l'Irak, le ministre des Affaires étrangères de la Turquie démissionne. Pas que lui pensait que la Turquie devrait, face à ce conflit qui au départ est un conflit entre l'Irak et l'Arabie Saoudite, que la Turquie devrait être neutre dans ce conflit, comme elle avait été neutre dans le conflit entre l'Irak et l'Iran. Ensuite, il y a la position de l'Iran. Alors, c'est Rafsanjani, le président et le principal décideur en Iran à ce moment-là. Il n'y avait évidemment aucune déclaration iranienne prenant position contre l'Irak ni pour. Les Iraniens attendent de voir qu'est-ce qui va se passer. Des ennuis pour l'Irak, c'est pas pour leur déplaire, pas étant donné la guerre qui vient de se terminer très, très récemment. Juste avant la guerre, au début de 1991, il s'est passé quelque chose de très intéressant. Les dirigeants irakiens se rendent compte que s'il y a une attaque américaine contre leur territoire, l'aviation irakienne ne peut servir à rien. Elle est complètement surclassée techniquement et que, évidemment, les avions vont seulement se faire détruire. Et que donc, pour essayer de préserver ces avions, de sauver ces avions, les avions de combat irakiens, ou du moins un grand nombre d'entre eux, vont se poser en Iran, vont se réfugier en Iran avant le début des opérations militaires en janvier 1991. Et l'Iran déclare que ces avions qui ont été envoyés en Iran sont internés en Iran et ne pourront pas participer à des opérations militaires, ce qui est ce que l'Iran peut faire de mieux pour à la fois rendre service à l'Irak et faire comprendre aux Américains et à leurs alliés qu'ils n'ont aucune intention de participer à cette guerre, surtout aucune intention d'aider l'Irak à résister à l'impérialisme occidental. Donc en fait, l'Iran pratique dans cette guerre une passivité pro-américaine et pro-saoudienne, si vous voulez, ce qui est de loin la politique la plus prudente qu'ils peuvent suivre dans cette affaire. Quelle est la politique américaine? Je crois qu'il était inévitable pour les États-Unis de répondre à la demande saoudienne d'envoyer des troupes américaines en Arabie Saoudite parce qu'il y avait effectivement un petit risque avec un dirigeant irakien comme Saddam Hussein que si il s'empare du Koweït sans que ça déclenche une réaction militaire sérieuse du reste du monde, ils se disent qu'il peut continuer et qu'il y a effectivement un petit risque d'invasion de l'Arabie Saoudite par l'armée irakienne et que donc faire comprendre clairement que ça c'est complètement exclu et qu'il ne peut pas envahir l'Arabie Saoudite sans s'attaquer à des soldats américains. Je pense que ça c'était normal de la part des Américains de prendre cette décision. Est-ce qu'ils étaient obligés de monter une grande opération militaire pour chasser les Irakiens de Koweït? Ça, c'est plus discutable. C'est plus discutable parce que d'abord, le Koweït n'a aucun traité avec les États-Unis. Les États-Unis n'ont aucune obligation juridique d'aider le Koweït dans cette affaire. Et il était possible de faire une petite guerre froide contre l'Irak. Je crois que ce que la grande guerre froide a montré, c'est que l'utilisation la plus efficace de la force militaire, c'est d'utiliser la force militaire pour geler une situation, pour bloquer une situation.
C'est ce qui a été fait en Europe avec l'OTAN et puis la présence de troupes américaines et canadiennes en Allemagne, etc., pour que l'Union soviétique ne soit pas tentée d'utiliser ce qui était sa supériorité militaire face aux Européens, si les Européens avaient été tout seuls, et que l'Union soviétique ne soit pas tentée de se lancer dans une aventure en Europe. On bloque la situation et on attend que ça finisse. On n'essaie pas d'utiliser la force militaire pour résoudre le problème. On utilise la force militaire pour geler la situation et on attend que la situation politique change. Et la fin de la guerre froide entre 1985 et 1989 illustre à merveille la réussite de ce type de stratégie. Que si on avait fait la guerre à l'URSS pour essayer de libérer les pays d'Europe de l'Est. Il y avait des dirigeants américains au début des années 50 qui disaient ça. Il ne faut pas se contenter de bloquer la présence soviétique en Europe. Il faut repousser, il faut chasser les soviétiques d'Europe. Il y a déjà des bombes atomiques à ce moment-là des deux côtés. Ça aurait été abominable. Évidemment, il ne fallait pas faire ça. Mais l'utilisation de la force militaire pour geler la situation en attendant qu'elle change politiquement. Et elle a changé politiquement. Et dans le cas de l'Irak, je crois qu'on pouvait faire la même chose à partir de 1990. Pas de refuser d'acheter le pétrole irakien, refuser d'acheter le pétrole de Koweït exploité par les Irakiens, mettre une présence militaire en Arabie Saoudite pour être sûr que les Irakiens n'aillent pas plus loin et attendre soit que Saddam Hussein change de politique, soit qu'il soit renversé. Et qu'on pouvait faire ça face à l'occupation de Koweït par l'Irak. Mais il y avait une autre leçon de la guerre froide que l'on pouvait tirer à Washington, c'est l'idée qu'avec la fin de la guerre froide, les États-Unis ont une liberté d'action militaire beaucoup plus grande et que c'est l'occasion de faire la démonstration qu'ils ont cette liberté d'action militaire. Et le président Bush va utiliser une expression en disant « il y a un nouvel ordre international ». Il n'y a pas du tout un nouvel ordre international, ce n'est pas un ordre, c'est juste un nouveau rapport de force qui permet effectivement aux États-Unis d'utiliser beaucoup plus librement leurs forces militaires. Ce qui ne veut pas dire que ce soit tellement favorable pour l'ordre international. Et la force militaire, elle permet de régler les choses beaucoup plus vite. Si on s'engage dans une guerre froide, il faut savoir que ça va durer longtemps, que ça peut durer longtemps. Alors que l'opération militaire contre l'Irak, elle était finalement assez facile. Elle permettait aux dirigeants américains de faire la démonstration de leur puissance et surtout de la possibilité d'utiliser cette puissance. Et le cas juridique en droit international était impeccable. Saddam Hussein, en annexant le Koweït, non pas en l'envahissant militairement, mais en l'annexant, avait violé la norme la plus fondamentale du droit international, qui est le respect de la souveraineté des États. La violation, elle était ouverte, elle ne pouvait pas s'abriter sur le prétexte qu'on est venu aider des Koweïtiens qui demandaient de l'aide, etc. Accessoirement, cette guerre pour les États-Unis, elle sera très peu coûteuse parce qu'elle va être financée dans une large mesure par l'Arabie Saoudite et par un pays comme le Japon. Les Américains vont demander à tous leurs alliés dans le monde de participer à l'opération militaire contre l'Irak. Les Japonais vont refuser d'envoyer des soldats, mais pour s'excuser de ne pas envoyer de soldats, vont accepter de payer très très cher pour financer les opérations militaires américaines contre l'Irak. Donc la guerre de 2003, au contraire, va être un gouffre financier pour les États-Unis. Mais la guerre de 1991 n'est pas une guerre qui coûte cher. La politique de faire la guerre à l'Irak pour obliger les Irakiens de se retirer de Koweït va susciter
très peu de critiques en Occident. Ça vaut la peine d'en souligner quelques-unes. Le ministre de la Défense de la France, qui s'appelait Jean-Pierre Chevènement, a démissionné de son poste de ministre de la Défense pour protester contre le fait que la France se joigne à la coalition militaire contre l'Irak. Et un autre homme politique français, M. Jean-Marie Le Pen, qui était le chef de ce qui s'appelait le Front National à l'époque, qui était le parti nationaliste le plus à droite dans la politique française, Jean-Marie Le Pen, qui a la réputation d'être raciste, anti-arabe, etc. Jean-Marie Le Pen a eu la position de dire que l'occupation du Koweït par l'Irak, c'était un problème interne aux Arabes, qu'il fallait laisser les Arabes régler ça entre eux et qu'il ne fallait pas s'en mêler. Une autre des personnalités mondiales qui a pris position contre la guerre contre l'Irak, c'est le pape Jean-Paul II, qui est un pape politiquement très important. Jean-Paul II est le premier pape polonais dont l'influence morale et politique est très importante pour renforcer la résistance des Polonais au régime communiste et à l'emprise soviétique sur leur pays, ce qui fait que la fin de la guerre froide et l'effondrement de l'URSS, l'effondrement des régimes communistes en Europe centrale, y compris en Pologne, au cours de l'année 1989. On est en 1990. Jean-Paul II a eu une importance politique assez grande. C'est pas juste lui qui a fait s'effondrer l'URSS. L'effondrement de l'URSS a beaucoup de causes, mais il est un de ceux qui a travaillé politiquement pour obtenir ce résultat. Et donc, il a une influence internationale importante et lui a pris position contre la guerre contre l'Irak. Le gouvernement canadien de l'époque, qui est un gouvernement conservateur, se joint à la coalition contre l'Irak, ce qui suscite très très peu de protestations au sein de la population canadienne. Une autre chose remarquable pour la période qui précède immédiatement la guerre, ce sont les excès de la propagande de guerre. On va retrouver ça en 2003. En fait, on trouve ça dans toutes les guerres. Mais la guerre de 1991, même si c'était une guerre, je dirais, presque légale, juridiquement autorisée par le Conseil de sécurité, se présentant comme la riposte à une agression. Quand on annonce le début des opérations aériennes contre l'Irak, le 16 janvier 1991, l'annonce officielle, c'est que Koweït et ses alliés ont commencé les opérations militaires contre l'Irak pour libérer Koweït. Koweït, c'est-à-dire le gouvernement koweïtien qui n'est pas resté sur le territoire de Koweït, qui a le droit de se... On est dans une mise en scène juridique internationale correcte, bien faite. Et malgré le caractère presque légitime de cette guerre, malgré le petit nombre de gens qui s'y opposent dans le monde, je dirais le pape et le roi de Jordanie, qui sont les opposants les plus visibles à cette guerre contre l'Irak, parce que M. Le Pen et M. Chevènement, finalement, en dehors de la France, presque personne ne se rend compte de l'opinion qu'ils peuvent avoir sur ce sujet. Cette guerre est cependant accompagnée d'une propagande complètement excessive, complètement démesurée. On se met à nous dire que l'armée irakienne est la troisième armée du monde. On a de nouveau un nouvel Hitler, quelqu'un qui est une menace complète pour toute la planète. Quand on commençait les opérations militaires, donc au mois de janvier, contre l'Irak, quelqu'un travaillant pour une radio à Québec m'a téléphoné dans mon bureau, parce que, on sait que je travaille un petit peu sur le Moyen-Orient, pour me demander si l'Irak pouvait bombarder le Canada. Je ne sais plus très bien, j'ai dû rassurer la personne qui me
qui me téléphonait. Pour ne pas être désagréable, je lui ai demandé si elle savait quelle était la géographie. Comment pouvait faire l'Irak pour bombarder le Canada? Bref, vous avez une surestimation de la puissance militaire irakienne. C'est à ce moment-là qu'on commence à utiliser l'expression les armes de destruction massive. Je vais revenir sur cette notion plus tard, qui amalgame trois choses: les armes nucléaires, les armes chimiques et les armes bactériologiques. Ce sont trois choses qui finalement n'ont pas grand-chose à voir ensemble, mais le fait de faire l'amalgame entre les trois, qui permet de faire croire qu'il y a en Irak, sous Saddam Hussein, une sorte de menace militaire globale absolument épouvantable. On va retrouver ça en 2003. Et il s'est passé pendant la crise qui précède la guerre, à savoir exactement le 14 octobre 1990, quelque chose de vraiment incroyable comme épisode de propagande. Devant une commission du Congrès à Washington, il y a un débat sur la politique américaine vis-à-vis de l'Irak et la menace irakienne, qu'est-ce qu'il faut faire face à l'Irak. Et une jeune femme vient témoigner en disant qu'elle est une infirmière koweïtienne qui a assisté à quelque chose d'épouvantable à Koweït au mois d'août, lorsque l'armée irakienne a envahi. Elle travaillait dans une maternité et des soldats irakiens sont venus piller la maternité pour emmener le matériel médical perfectionné pour l'emmener en Irak. Et dans cette maternité, il y avait des couveuses avec des bébés prématurés qui étaient dans des couveuses. Et les soldats irakiens, pour voler les couveuses, ont sorti les bébés, les ont jetés sur le sol et sont partis avec les couveuses. Et raconte cette jeune femme en larmes, cette scène épouvantable de ces bébés qui restent mourir sur le sol parce qu'on les a retirés des couveuses. Ensuite, on va découvrir que cette jeune femme est la fille de l'ambassadeur de Koweït à Washington et qu'elle n'était pas à Koweït au moment de l'invasion des militaires irakiens et qu'elle n'a évidemment pas assisté à la scène qu'elle décrit, qui est une invention pure de propagande. Il y a beaucoup d'épisodes comme ça dans les guerres, mais cet épisode, il est vraiment très surprenant parce que cette jeune femme, il y avait des gens qui la connaissaient évidemment. Évidemment, ça finirait par se savoir qu'elle n'était pas la personne qu'elle prétendait être. Et que donc, l'histoire qu'elle racontait ne pouvait pas la raconter comme si elle en était témoin elle-même. C'est comme ça qu'elle raconte l'histoire. Ça, c'est quelque chose que je trouve qui est intéressant parce qu'on va retrouver des épisodes comme ça dans la guerre de 2003. Les gens qui font de la propagande de guerre sont à la fois complètement cyniques et complètement naïfs. C'est-à-dire, ils sont capables de fabriquer des trucs complètement invraisemblables en croyant qu'on va les croire, en croyant que ça va être efficace, ou peut-être seulement, dans le cas de cet épisode précis, il s'agissait juste d'influencer les membres du Congrès des États-Unis et que si ça prend 15 jours pour qu'on découvre la supercherie, c'est pas grave parce que le résultat politique a été obtenu et ça n'a pas d'importance que ce soit dénoncé ensuite. Je ne sais pas qui a inventé l'histoire des bébés qui ont été jetés en dehors des couveuses à Koweït en août 1990, mais ça prend ce mélange, n'est-ce pas, de cynisme et de naïveté. Et pour nous, il faut que nous soyons toujours prudents face à toutes les propagandes. Tout ce que disent les gens qui font de la propagande ne sont pas des choses fausses, mais il y a beaucoup de choses fausses qui sont dites dans les propagandes. La guerre a lieu du 16 janvier au 28 février 1991. Alors, cette guerre démontre la supériorité technique américaine qui a été assez surprenante à l'époque. Pendant longtemps,
les bombardements aériens étaient une façon très inefficace de faire la guerre. Pour détruire un pont en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, il fallait lancer des dizaines de bombes qui tombaient toutes à côté, pas jusqu'à ce que par chance, il y en ait une qui frappe le pont, et ça faisait énormément de destruction autour. Dans les bombardements du Vietnam, dans les années 60 jusqu'au début des années 70, on a le même phénomène. Les avions sont beaucoup plus perfectionnés, mais les bombes ne le sont pas. Et les bombes continuent à... On peut viser très mal quand on lance une bombe. Il y a tout le temps une marge d'erreur. Il faut lancer pour détruire un pont en bambou sur une rivière, au Nord-Vietnam. Il faut lancer là aussi des quantités de bombes. Au cours des années 80, on a développé des bombes guidées par laser. C'est-à-dire que l'avion ou deux avions, vous avez un avion qui marque la cible en braquant un laser sur la cible, et la bombe lancée généralement par un autre avion qui a un dispositif de manœuvre qui est guidé, n'est-ce pas, et qui s'en va frapper le point lumineux marqué par le laser. Et ça permet de faire des bombardements beaucoup plus précis. Il y a aussi des missiles de croisière qui sont des petits avions robots qui volent à 8 ou 900 km/h, qui sont développés dans les années 80, au départ pour porter des armes nucléaires, mais ça peut être utilisé avec des explosifs conventionnels, et ça permet de lancer un projectile à des centaines de kilomètres avec une précision très très grande. L'attaque contre l'Irak commence avec des missiles de croisière qui vont détruire les radars ou les installations de défense antiaérienne de l'Irak pour qu'ensuite les avions puissent venir lancer leurs bombes, qui très souvent sont lancées avec une très grande précision, complètement nouvelle par rapport à ce qui était possible 15 ans plus tôt ou 20 ans plus tôt. Alors, la campagne aérienne, l'essentiel de la guerre, c'est seulement des avions qui vont faire des destructions très très importantes en Irak, et des destructions qui affaiblissent l'armée irakienne, détruisent l'armement de l'armée irakienne beaucoup plus efficacement que ce qui aurait été possible 20 ans plus tôt, avec seulement des bombardements aériens. La guerre aérienne longue est suivie d'une guerre terrestre courte, pas qui dure 100 heures, pendant laquelle l'armée américaine, le général Powell, qui est le commandant en chef de l'armée américaine, enfin le chef d'état-major de l'armée américaine de l'époque, avait réuni 500 000 hommes en Arabie Saoudite, une armée très très nombreuse, avec des forces britanniques, canadiennes, saoudiennes, etc., qui participent à l'opération. Cette armée, qui est une armée qui est beaucoup plus de la moitié de soldats américains, qui vont pénétrer en Irak, alors que l'armée irakienne est déjà totalement épuisée par les bombardements qu'elle subit depuis plusieurs semaines, et les soldats irakiens qui étaient à Koweït se réfugient vers l'intérieur. Cette guerre a fait plus de morts dans l'armée irakienne qu'il n'était absolument indispensable, notamment lorsque l'armée irakienne décide d'évacuer Koweït, il se retire de Koweït, les avions vont bombarder les convois, là, en massacrant probablement un très très grand nombre de soldats qui étaient des soldats qui étaient en train de s'enfuir et qu'on pouvait laisser s'enfuir sans que ça pose un problème grave à personne. Comme une autre chose qui est remarquable et désolante, je trouve, c'est le nombre de destructions économiques qui ont été faites en Irak pendant cette période de bombardement. C'est-à-dire, non seulement on a bombardé des cibles qu'il fallait bombarder pour affaiblir l'armée irakienne, pour que, lorsque l'opération terrestre commence, elle soit très facile. Ce qui est, je dirais, logique de la part de la conduite de la guerre. Mais il y a eu des ponts sur le Tigre et l'Euphrate au nord de Bagdad qui ont été détruits par des bombardements. Il y a beaucoup d'objectifs purement économiques qui ont été détruits
en Irak, par ces bombardements, on a un petit peu l'impression que lorsque les cibles militaires vraiment significatives ont été épuisées, que l'aviation devait continuer à frapper l'Irak pour affaiblir la capacité de résistance du gouvernement ou de l'armée ou du pays, et qu'on cherchait des cibles, et que donc on a détruit là, toute une série de cibles économiques qui n'étaient pas indispensables. Pendant cette guerre, il s'est passé quelque chose d'intéressant du point de vue du conflit israélo-arabe. L'Irak, les dirigeants irakiens avaient annoncé que si on les attaque, ils vont riposter contre Israël. Et pour frapper Israël, ils ont des missiles qui s'appellent Scud, de fabrication soviétique, c'est des très vieux modèles, c'est des missiles qui pèsent environ 6 tonnes, qu'on ne peut pas guider, qui ont une portée de quelques centaines de kilomètres, donc l'Irak peut lancer sur Israël. Quand ça tombe en Israël, ça tombe n'importe où. Les Israéliens ont de la chance, peut-être les Irakiens aussi. Les missiles Scud lancés sur Israël n'ont jamais touché d'endroits où il y avait beaucoup de gens. Je crois que ça a fait 1 ou 2 morts israéliens en tout. L'armée américaine a eu moins de chance. L'Irak a lancé aussi des fusils Scud contre l'Arabie Saoudite. Il y a un missile Scud qui a frappé un cantonnement de l'armée américaine en Arabie Saoudite et qui a tué 28 soldats américains d'un coup. Donc les missiles Scud contre Israël, on aurait pu avoir une malchance, pas que ça fasse un grand nombre de morts. Mais ce sont des engins, on sait à peu près où ça va tomber. Mais évidemment, ce n'est pas guidé du tout. Et ça ne peut pas viser une cible précise. Alors, très clairement, le but de Saddam Hussein était de diviser la coalition contre lui et d'empêcher les autres pays arabes de continuer à coopérer avec les Américains, en espérant que si on frappe Israël, Israël va riposter contre l'Irak. Alors là, on s'est trouvé dans une situation tout à fait extraordinaire, avec les Israéliens disant on va riposter, on va riposter, on va riposter, et les Américains suppliant les Israéliens de ne pas riposter, pour garder les alliés arabes dont ils ont besoin, non pas pour des raisons de puissance militaire. Les Américains n'ont pas du tout besoin que les Israéliens viennent les aider pour vaincre l'Irak. Il n'y a plus d'aviation irakienne, les avions américains survolent l'Irak comme ils veulent, bombardent ce qu'ils veulent en Irak. Quelques avions israéliens qui viennent s'ajouter à ça, ça n'a aucune utilité. Les alliés arabes des Américains, ils en ont besoin à cause du territoire de l'Arabie Saoudite, qui est le territoire à partir duquel sont menées les opérations contre l'Irak, et à cause de la légitimité de leur intervention. Ils sont venus aider des pays arabes agressés par un autre pays arabe. Le Koweït agressé et l'Arabie Saoudite qui a peur de l'être à son tour. Donc, les Américains ont promis des quantités de choses, notamment des nouvelles armes livrées à Israël, etc., pour que Israël ne participe pas à cette guerre. Alors, cet épisode, il est très intéressant parce que c'est un des tests cruciaux dans le débat entre les deux théories sur l'alliance entre les États-Unis et Israël. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les États-Unis étant le plus puissant, ce sont les États-Unis qui guident ou qui dictent la politique d'Israël et que Israël est l'instrument de la domination américaine dans la région du Moyen-Orient, que les Américains ont besoin d'Israël pour dominer, les aider à dominer le Moyen-Orient. Or là, on a exactement l'expérience inverse, où la politique israélienne représente une menace pour la politique américaine, où la domination américaine
leur emprise sur les pays arabes, leur présence militaire en Arabie Saoudite, capacité de détruire la puissance irakienne, que pour faire ça, ils n'ont pas besoin du tout d'Israël. Non seulement ils n'ont pas besoin d'Israël, mais ils ont besoin qu'Israël ne s'en mêle pas. Et que donc, c'est davantage la politique israélienne qui utilise l'alliance avec les États-Unis que la politique américaine qui utilise l'alliance avec Israël. Et l'épisode de janvier-février 1991 dans la guerre contre l'Irak illustre à merveille la deuxième théorie, que Israël n'est pas l'instrument de la domination américaine au Moyen-Orient, mais que les États-Unis sont l'aide ou le soutien de la politique israélienne qui est poursuivie pour ses propres raisons. Je suis persuadé que les dirigeants israéliens de l'époque n'avaient aucun besoin d'aller bombarder l'Irak. Mais en menaçant de le faire, ils pouvaient obtenir plein de cadeaux des Américains. Ils pouvaient obtenir plein de promesses des Américains parce que ça embêtait les Américains que Israël puisse intervenir dans cette guerre. Donc, la guerre se termine avec une victoire très très facile des États-Unis. Les Américains ont eu en tout 148 soldats tués dans cette guerre, extrêmement facile. Lors de l'écroulement de l'armée irakienne et de la pénétration de l'armée terrestre des Américains et de leurs alliés en Irak, 2 révoltes ont lieu en Irak à la fin de la guerre. Il y a une révolte des chiites dans le sud qui sont écrasés par le reste de l'armée irakienne que les Américains laissent faire. C'est-à-dire les Américains pouvaient utiliser leur puissance aérienne pour bloquer complètement les mouvements des quelques troupes irakiennes qui restent et qui sont utilisées pour réprimer la révolte des chiites dans le sud. Ils ne le font pas. Au début du mois de septembre 1990, une conférence a été faite à l'université Laval par quelqu'un qui connaissait un peu la situation au Moyen-Orient et qui a prédit que les États-Unis ne feraient pas la guerre à l'Irak. Cet orateur se trompait évidemment. Les 2 arguments étaient cependant intéressants. Le premier argument, c'est que si les Américains font la guerre à l'Irak, ils vont gagner bien sûr, mais ils vont avoir quand même beaucoup de pertes, quelques milliers de soldats américains, et que ça, c'est trop coûteux pour le gouvernement des États-Unis. Cet orateur n'avait pas compris l'importance des bombes guidées, que tout d'un coup, la puissance aérienne devenait beaucoup plus efficace pour mener des combats purement conventionnels, à cause des missiles de croisière et des bombes guidées au laser, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et les Américains n'ont pas eu des milliers de morts dans la guerre contre l'Irak, ils en ont eu 148. Bon, c'est dommage pour les hommes qui ont été tués, mais c'est vraiment extrêmement peu pour mener dans une guerre aussi importante. La deuxième prédiction de cet orateur, c'était que si la guerre a lieu, les Américains gagnent, évidemment, que si les Américains gagnent, Saddam Hussein est renversé, et que si Saddam Hussein est renversé, ce sont des chiites qui vont arriver au pouvoir en Irak. Parce que les chiites sont les plus nombreux dans la population arabe, et les chiites sont ceux qui n'ont jamais été les complices ou les alliés du dictateur Saddam Hussein. Et que donc c'est logique que ce soit des chiites, avec le soutien de la population chiite, qui arrivent au pouvoir. Et ce qui se passe à la fin de la guerre ressemble effectivement à ça. Il y a une révolte chiite dans le sud, de gens qui pensent que la défaite du dictateur dans sa guerre absurde contre les Américains à propos de Koweït, que c'est l'occasion de le renverser. Et les Américains laissent faire la répression de Saddam Hussein contre les chiites parce qu'ils ne veulent pas que les chiites arrivent au pouvoir, parce que ça serait la victoire de l'Iran. Cette guerre, d'une certaine façon, apparaît comme la
tentative des États-Unis d'offrir à l'Iran la victoire dans la guerre entre l'Irak et l'Iran, qu'ils les ont empêchés d'obtenir en 1987-88 et que tout d'un coup ils leur offrent en 1991. Presque certainement les dirigeants américains ne souhaitent pas que la conséquence de leur intervention, ça soit de faire de l'Irak un allié de l'Iran. Et ceux qui ont encore plus peur de ça, ce sont les Saoudiens. Et les États-Unis sont intervenus essentiellement pour aider l'Arabie saoudite, à la demande des Saoudiens pour protéger les Saoudiens. Ce sont les Saoudiens qui ont une population chiite importante sur leur territoire. Ils ont demandé l'aide américaine pour les protéger de la menace irakienne dirigée par Saddam Hussein. Ils ne veulent pas se retrouver avec une menace irakienne chiite soutenue par l'Iran et capable de soulever la population chiite de l'Arabie saoudite. Ça serait le résultat le pire de cette guerre pour l'Arabie saoudite. Et donc, les Américains, de façon cynique et habile, choisissent de ne pas mener leur victoire jusqu'au point où ça entraînerait la chute de Saddam Hussein et choisissent de laisser Saddam Hussein réprimer les chiites. Il y a aussi une révolte de Kurdes dans le nord. Ça c'est classique en Irak. Les Kurdes se révoltent à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. La répression du gouvernement central contre les Kurdes va être bloquée par une menace américaine et un soutien aérien. Les Américains vont interdire aux Irakiens d'utiliser des avions dans le nord de l'Irak, vont apporter une couverture militaire au nord de l'Irak et vont permettre la création dans le nord de l'Irak d'une zone autonome kurde qui est en fait complètement indépendante jusqu'à aujourd'hui. Pas qu'il y ait quelque chose qui s'établit en 1991 dans le nord de l'Irak. Il va y avoir des fluctuations, il va y avoir des combats entre Kurdes pour savoir qui dirige. Il y en a même certains qui vont essayer d'avoir le soutien de Saddam Hussein ensuite dans les années 90. Mais au total, le nord de l'Irak est aujourd'hui contrôlé par des Kurdes. Il l'est à partir de 1991 et il l'est avec une protection internationale principalement américaine. Les chiites dans le sud n'ont pas bénéficié de la même protection, ce qui a permis à Saddam Hussein de se maintenir au pouvoir. Le but des Kurdes n'est pas d'aller prendre le pouvoir à Bagdad, alors que les chiites auraient pris le pouvoir à Bagdad si on les avait laissé faire en 1991. Alors, la guerre va avoir toute une série de conséquences immédiates, des pertes humaines et des destructions très importantes en Irak. Un avantage pour la Syrie qui fait partie de la coalition contre l'Irak, et ce qui lui permet de renforcer son contrôle sur le Liban. Un bénéfice très important pour les États-Unis qui renforcent leur présence militaire dans le Golfe. Ils ont une présence militaire en Arabie saoudite qui va durer jusqu'au début des années 2000, une présence militaire à Koweït, après avoir libéré Koweït. Il va y avoir, lors du début de la répression de Saddam Hussein contre les Kurdes, des réfugiés kurdes en Turquie. Cette guerre, elle a coûté cher à la Turquie. Elle a coûté cher économiquement parce que les échanges avec l'Irak, c'était très avantageux pour la Turquie d'avoir participé aux sanctions contre l'Irak. C'est coûteux pour la Turquie. Et la Turquie se retrouve avec quelques centaines de milliers de réfugiés kurdes supplémentaires sur son territoire, qui est ce dont elle n'a pas vraiment besoin. Saddam Hussein reste au pouvoir en Irak. Il va être l'objet d'un régime de sanctions
dans la période suivante qui va se poursuivre jusqu'en 2002-2003, hein, à partir de 1991, qui va aggraver les conséquences des guerres répétées pour l'Irak, pas les Irakiens qui ont fait cette guerre contre l'Iran, très coûteuse, qui sont victimes de cette guerre américaine, enfin qui sont victimes de leurs dirigeants qui les ont entraînés dans cette invasion de Koweït, qui reste dans une situation soumise à des sanctions avec des pénuries très très graves, la difficulté de reconstruire les destructions de la guerre, avec ce dictateur qui va rester en place jusque 2003 et qui est une des causes des malheurs du peuple irakien, et aussi, je crois, en sont responsables ceux qui ont mené cette guerre de 2003 comme elle a été menée. C'est-à-dire, je crois, cette guerre, ou bien il ne fallait pas la faire, ou bien il fallait accepter que Saddam Hussein soit renversé, et qu'après la guerre, il soit possible d'établir avec le peuple de l'Irak une relation qui permet de reconstruire le pays. Pas que maintenir l'Irak en situation de pays vaincu et soumis à des sanctions après cette guerre de 1991, c'était vraiment une décision très horrible. J'en reparlerai au début de la leçon suivante. Je vous remercie de votre attention.